Nous allons donc parler dans cette vidéo des ordinateurs organiques, de la télépathie et des robots-rats contrôlés à distance. Les robots-rats de laboratoire. Du coup, on pourrait appeler ça des rabots. J'avoue. Comme vous le savez, j'adore les rats. Le tout premier documentaire que j'ai réalisé sur cette chaîne il y a plus de 2 ans portait d'ailleurs sur eux. Mais toi, t'étais pas encore né. N'est-ce pas, virgule? C'était tes grandes sœurs à l'époque. Bref, du coup, je m'intéresse à tout ce qui les concerne de près ou de loin, et les expériences sur eux en font partie. T'es curieuse, toi, hein? En 2002, des savants américains ont mis au point un système électronique permettant de contrôler jusqu'à 500 mètres de distance les mouvements d'un rat grâce à un ordinateur relié à son cerveau. Les chercheurs ont implanté 2 électrodes dans la zone sensorielle de son cerveau et une dans la zone de gratification. De minuscules sondes électriques de la largeur d'un cheveu relient ces électrodes à un microprocesseur en bandoulière installé sur le dos du rat comme un sac à dos, qui comprend également un récepteur radio. Les signaux de mouvement sont envoyés par un ordinateur à ce récepteur qui enclenche alors les 2 premières électrodes qui agissent sur les régions du cerveau qui diffusent les signaux provenant des moustaches droite et gauche. Puis la 3e électrode stimule le centre cérébral déclenchant le bien-être du rat. Ainsi, lorsqu'on actionne la télécommande pour stimuler à distance le microprocesseur et envoyer un signal électrique à travers un fil ou l'autre, le rat sent, entre guillemets, un contact avec les moustaches correspondantes, comme s'il entrait en contact avec un obstacle. Si le rat réagit en tournant dans la direction désirée, le contrôleur encourage alors l'animal avec une brève impulsion électrique au centre de récompense de son cerveau, via la 3e électrode, ce qui lui donne une intense sensation de plaisir. Les électrodes ne déplacent donc pas directement l'animal comme si elles contrôlaient un robot. Elles signalent une direction ou une action souhaitée par l'opérateur humain, puis stimulent les centres de récompense si l'animal s'y conforme. Au bout de quelques entraînements, les chercheurs pouvaient, en appuyant sur des touches d'ordinateur comme un jeu vidéo, et ce à 500 mètres de distance, faire tourner le rat à gauche ou à droite, le faire pivoter, le faire grimper à une échelle, flairer des tas d'ordures, ignorer une femelle pour poursuivre sa mission, et faire même des choses que les rats détestent, comme sauter de très haut. Les armées et les entreprises s'intéressent de près aux robots rats, car ils pourraient se révéler utiles pour une multitude de tâches et de situations. Par exemple, les robots rats pourraient aider les sauveteurs à retrouver des victimes de tremblements de terre enfouis sous les décombres, aider des démineurs à détecter des mines terrestres ou encore aider à cartographier des réseaux souterrains. Ils seraient alors équipés d'étiquettes de positionnement par satellite pour ainsi être utilisés comme des capteurs intelligents. Agiles, intelligents et peu coûteux comparés à des robots qui réalisent les mêmes tâches, de tels animaux guidés pourraient également être utilisés pour l'espionnage ou pour d'autres missions dangereuses. C'est pour ces raisons que le bras de recherche du département américain de la défense finance ce genre de recherche. Ces résultats sur l'interface machine à cerveau ont également eu leur importance dans le domaine émergent des neuroprothèses. Le développement du robot rat est d'ailleurs né d'un projet antérieur sur l'interface cerveau à machine, qui avait permis à un rat de déplacer un bras robotique simplement en y réfléchissant. Cette technologie permet maintenant de contourner les nerfs endommagés qui contrôlaient autrefois les muscles chez les personnes paralysées, en se servant d'une impulsion électrique dans le cerveau générée par une électrode pour faire bouger un bras ou une jambe artificielle. C'est ainsi que le 12 juin 2014, Juliano Pinto, âgé de 29 ans et paralysé de son torse jusqu'au bout de ses orteils, a donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Brésil en tapant dans le ballon juste par la pensée, le tout devant un stade de 75 000 personnes. Il ne pouvait pas bouger son corps, mais il pouvait imaginer les mouvements nécessaires pour taper dans le ballon, ce que sa jambe droite a donc fait grâce à l'exosquelette contrôlé par son cerveau. Le plus dingue dans l'histoire, c'est que ce jeune homme paraplégique, cloué dans un fauteuil depuis 6 ans et ne pouvant plus rien ressentir de son torse jusqu'à ses pieds, a pourtant raconté avoir senti la balle lorsqu'il l'a frappé. Ce résultat a su brillamment démontrer que les signaux moteurs dérivés du cerveau, enregistrés par des micro-électrodes implantés, peuvent être décodés et utilisés pour contrôler le mouvement des dispositifs mécaniques ou électriques. Si vous ne vous souvenez pas de cette scène, c'est normal, elle s'est réellement passée, mais pour une raison mystérieuse, FIFA a décidé de réduire l'émission de moitié, zappant donc cet exploit scientifique. Après tout, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la science? Le foot c'est quand même bien plus intéressant, non? Bref, revenons en 2002 avec nos robots rats. Le contrôle direct d'animaux, en particulier pour des missions dangereuses, soulève forcément des questions éthiques. Les militants de la cause animale s'étaient inquiétés des souffrances que de telles expériences infligent aux rats. Mais d'après Sanjeev Talwar, le bio-ingénieur américain qui a dirigé l'équipe de recherche, les rats vivent aussi longtemps que d'habitude, et lorsqu'ils ne portent pas de sac à dos qui modifie leur état mental, ils sont comme tous les autres rats. Il a même ajouté que les rats apprécient en fait ces expériences, car, je cite, « Les rats travaillent pour le plaisir, car lorsque l'électrode stimule le centre de gratification du cerveau, ces derniers sont au nirvana. Pour autant qu'on le sache, le rat n'a pas l'impression d'être contrôlé par un autre, ni d'être contraint de faire quelque chose contre sa volonté. Quand le professeur Talwar actionne la télécommande, le rat veut aller à gauche et va donc à gauche. Quand le professeur
professeur appuie sur un autre bouton, le rat veut grimper à l'échelle et il y grimpe. Les désirs du rat ne sont qu'une configuration de neurones qui déchargent. Qu'importe si les neurones déchargent parce qu'ils sont stimulés par d'autres neurones ou par des électrodes connectées au contrôle à distance. Le professeur Talwar a d'ailleurs expliqué que d'autres électrodes pouvaient aisément être ajoutées pour donner des commandes supplémentaires, comme accélérer, monter et descendre. Bref, en 2002, il y a 16 ans donc, on arrivait déjà à manœuvrer des rats à distance comme des voitures télécommandées sans que ces derniers ne s'en aperçoivent. On est bien sûr allé encore plus loin depuis, et c'est là où on peut commencer à s'inquiéter des implications que de telles expériences pourraient avoir sur l'être humain. Déjà en 2002, suite à la publication de cette expérience dans le magazine Nature, le magazine The Economist avait consacré sa couverture au contrôle du cerveau, en soutenant la thèse que personne ne pourrait empêcher ces expériences sur les rats d'être un jour menées sur des humains. Depuis, il y a une question que je me pose. Imaginons qu'on en vienne à réaliser cette expérience sur un humain, mais que ce dernier, grâce à son intelligence plus développée que le rat, décide de ne pas suivre les indications qu'on lui donne, quitte à renoncer à des sensations de plaisir. Qu'est-ce qui nous empêcherait de changer de place la troisième électrode, et qu'au lieu de stimuler son centre du plaisir lorsqu'il obéit, on stimulerait son centre de la douleur lorsqu'il n'obéit pas? Stimuler directement la partie du cerveau responsable de la douleur doit sans aucun doute déclencher une douleur extrême. Bon nombre seraient prêts à tout pour que ça s'arrête, quitte à tuer quelqu'un sur commande, qui sait. Oh, tu sais, il y en a déjà qui tuent sur commande sans avoir à leur implanter des électrodes. Bref, d'autres espèces d'animaux ont depuis été contrôlées à distance avec succès, tels que les mythes, les coléoptères, les cafards, les souris, les requins, les chiens et les pigeons. En février 2013, un autre bond scientifique dans ce domaine eut lieu. Des chercheurs ont réussi à relier électroniquement le cerveau d'un rat à celui d'un autre, leur permettant de communiquer directement via des réseaux de microélectrodes implantés. Une technologie qui permet donc un semblant de télépathie entre deux êtres. Vous ne rêvez pas. Mais les auteurs de l'étude voient bien plus loin que la simple télépathie. Leur but est de créer une liaison de plusieurs cerveaux d'animaux pour former ce qu'ils appellent le premier ordinateur organique, à travers lequel de multiples animaux pourraient échanger, stocker et traiter des informations sensorielles et motrices. Quand on vous dit que deux cerveaux valent mieux qu'un, là c'est au sens propre, plus au figuré. Imaginez dans quelques décennies des cerveaux d'humains reliés les uns aux autres pour former un tout, une sorte de super cerveau, à l'instar d'un esprit de ruche ou d'un réseau de milliers d'ordinateurs. Bon, je divague un peu, revenons en 2013 avec nos deux rats déjà. En 2002, le professeur Talwar et son équipe avaient réussi à créer une interface machine à cerveau entre un ordinateur et un rat. En 2013, le scientifique Miguel Nicolelis et ses collègues ont réussi à construire une interface cerveau à cerveau entre deux rats. Autrement dit, un dispositif permettant à un cerveau de rat d'assimiler et d'utiliser des schémas de stimulation électrique transférés directement à partir des réseaux neuronaux sensoriels et moteurs d'un autre cerveau de rat. Dans les années 90, on avait réussi à envoyer des informations d'un cerveau de rat à un ordinateur. En 2002, on avait réussi à envoyer des informations d'un ordinateur à un cerveau de rat. C'est donc tout naturellement que l'idée est venue de relier deux cerveaux de rat via un ordinateur. L'expérience est la suivante. Deux rats dont leurs cerveaux sont reliés l'un à l'autre par des électrodes implantées dans leur tête et reliés au même ordinateur sont séparés et mis chacun dans une boîte sans pouvoir se voir. Ces deux rats ont été entraînés au préalable à actionner le levier là où la diode s'allume pour avoir une friandise, sachant qu'il y a deux leviers différents avec chacun sa diode dédiée. Le premier rat à gauche est celui qui envoie les informations au deuxième à droite. Dans la boîte où se trouve le premier rat, seule une diode s'allume, celle de gauche, permettant à celui-ci de savoir quel levier actionner pour récupérer sa friandise, c'est-à-dire celui juste en dessous de la diode allumée. Quelques secondes après que le premier rat ait actionné le bon levier et récupéré sa friandise, les deux diodes s'allument dans la boîte où se trouve le deuxième rat, empêchant ce dernier de savoir sur quel levier appuyer. Mais grâce à la transmission d'informations que le premier rat envoie au deuxième, ce dernier appuie sur le bon levier, celui de gauche, et récupère sa récompense. Sur les centaines d'essais réalisés avec plusieurs rats différents, le taux de réussite a été de 70%, ce qui représente une performance significativement meilleure que le hasard, suggérant que l'information a été transférée et comprise avec succès. Les chercheurs ont également tenté d'entraîner le premier rat à donner de meilleurs signaux pour améliorer les performances du deuxième rat. En fournissant au premier rat une récompense supplémentaire chaque fois que le deuxième rat appuyait sur le bon levier, le premier semblait améliorer la qualité de la transmission de son activité cérébrale qui représentait la décision, rendant l'information plus facile à détecter pour le deuxième. On avait donc affaire en février 2013 à la première interface cerveau à cerveau, permettant à deux animaux d'échanger des messages télépathiques. 2 mois plus tard, une autre étape fut franchie, et pas des moindres. Dans l'expérience réalisée en 2002, bien que motivé par le désir d'être récompensé, le rat restait maître de ses mouvements, c'est lui qui choisissait ou non d'aller dans la direction indiquée. Ce n'est plus le cas depuis avril 2013.
Une équipe de scientifiques d'Harvard, dirigée par le professeur de radiologie Seung-Chin Ryu, a créé une interface cerveau à cerveau qui permet à un humain de déplacer une partie du corps d'un rat simplement en y pensant, le tout sans intervention chirurgicale invasive. L'objectif de l'expérience était de bouger la queue d'un rat par la pensée. En utilisant 6 sujets humains différents et 6 rats différents, l'équipe a atteint un taux de réussite de 94%, avec un délai de 1,5 secondes entre l'intention de l'utilisateur et le mouvement de la queue du rat. En février, nous avions un semblant de télépathie filaire entre deux animaux permettant à ces derniers de transmettre une information grâce aux électrodes implantées dans leur tête. 2 mois plus tard, nous avons un semblant de télépathie par ultrason entre un animal et un humain permettant à ce dernier de contrôler des parties de son corps. Pas le temps de niaiser comme on dit. D'un point de vue scientifique, c'est une percée majeure que très peu de gens pensaient possible. Créer une connexion télépathique entre 2 cerveaux différents n'avait jamais été fait avec succès avant cela. Parce que c'est une violation de l'éthique de la recherche de connecter des sondes directement dans un cerveau humain vivant, ils ont dû utiliser des techniques non invasives. L'ultrason focalisé est une technique médicale utilisée depuis pas mal de temps qui délivre une énergie acoustique focalisée à un point spécifique, permettant de chauffer et détruire un tissu malade ou endommagé dans les endroits difficiles à atteindre, tels qu'une tumeur dans une région profonde du cerveau. Mais l'équipe de Seung-Chin Ryu s'est aperçue qu'une utilisation de plus faible intensité peut être utilisée pour stimuler le tissu cérébral sans l'endommager. Ainsi, dans cette expérience, l'homme a des électrodes collées sur son cuir chevelu qui détectent l'activité des ondes cérébrales. Le rat est placé dans une machine qui concentre les impulsions ultrasoniques à travers son crâne vers son cerveau et est anesthésié de sorte qu'il ne se tortille pas la tête pendant l'expérience. L'homme envoie des informations à l'ordinateur via son activité cérébrale électrique en se concentrant sur l'écran en face de lui qui affiche un motif de lumière vacillante sur lequel il doit se synchroniser mentalement. S'il détourne le regard ou même s'il le regarde en pensant à autre chose, l'expérience ne peut pas fonctionner. L'ordinateur traduit ensuite ces informations en signaux électriques qui sont alors envoyés à l'animal sous forme de signaux ultrasonores, stimulant une région spécifique du cerveau et faisant ainsi bouger sa queue. En gros, on a une interface cerveau à ordinateur et ordinateur à cerveau, soit indirectement une interface cerveau à cerveau entre 2 espèces différentes, le tout sans aucune sonde implantée. Le contrôleur humain a donc provoqué via l'ordinateur l'envoi d'un signal ultrason à la partie du cerveau du rat qui contrôle le mouvement de sa queue. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette technologie n'est encore qu'à ses balbutiements. À l'avenir, nous serons certainement en mesure de contrôler par la pensée les actions et les sentiments d'animaux, et peut-être même un jour ceux d'autres humains. Nous en sommes encore à l'étape où le destinataire des ultrasons doit être équipé de la technologie appropriée pour traduire la pensée du cerveau humain en informations appropriées. Mais peut-être n'y en aura-t-il plus besoin dans quelques décennies, ce qui permettrait de contrôler n'importe quel animal à distance sans avoir à le capturer et l'équiper au préalable. Et je parle d'animaux, mais cela vaudra peut-être un jour de même pour les humains, qui sait. Bon, revenons sur Terre. Sans aller non plus dans les extrêmes, nous avons peut-être ici affaire à l'ancêtre de nos prochains modes de communication. Fini les SMS et les appels, place à la transmission de pensée par ultrason grâce à des implants derrière notre crâne. On peut s'imaginer beaucoup de choses. Le cerveau d'un humain et d'un rat. Pourquoi s'embêter? Il y a déjà trop d'humains avec le cerveau d'un rat. Ce serait drôle que le rat s'énerve et commence à contrôler l'humain en retournant le dispositif contre lui. Évidemment, ça n'a pas traîné. 4 mois plus tard, la première interface cerveau humain à cerveau humain s'est faite, et le tout via Internet. Chantel Pratt et Andreas Tocco, 2 chercheurs à l'Institut pour l'apprentissage et les sciences du cerveau de l'Université de Washington, ont réalisé cet exploit dans une expérience faite en août 2013. Ils ont cherché à démontrer qu'il est possible d'envoyer des informations extraites d'un cerveau humain directement à un autre cerveau humain, permettant au premier sujet de provoquer une réponse désirée chez le deuxième par une communication directe cerveau à cerveau. Un exercice a alors été conçu de manière à ce que les 2 sujets puissent résoudre ensemble une tâche en transmettant un signal significatif d'un cerveau à l'autre. La tâche consiste à jouer à un jeu sur ordinateur dans lequel il faut sauver une ville menacée par des roquettes tirées par un navire pirate. Pour sauver la ville, le joueur doit tirer sur les roquettes avec un canon avant que celle-ci ne sorte de l'écran rejoindre la ville qu'on ne voit pas. Si le bouton feu est enfoncé avant que la roquette disparaisse, elle est détruite par le canon qui la vise automatiquement. Pour rendre la tâche plus intéressante, un avion ravitailleur amical peut apparaître aléatoirement. Le joueur doit alors éviter de tirer sur ce dernier. Ils ont donc positionné 2 chercheurs dans 2 bâtiments séparés du campus universitaire. Dans une pièce, un de leurs collègues, nommé Rajesh Rao, est équipé d'un capuchon d'électroencéphalographie qui enregistre l'activité cérébrale. Seul lui peut visualiser le déroulement du jeu vidéo, mais il n'a aucun clavier en main pour y jouer. Cependant, chaque fois que
Rajesh voit un missile qui doit détruire dans le jeu, il peut s'imaginer appuyer sur un bouton à ce moment précis. En revanche, lorsqu'il voit un avion, il doit s'efforcer de faire le vide dans sa tête. Dans une pièce d'un autre bâtiment, Andrea Stocco est assis dos à dos au même jeu vidéo, tout en portant des écouteurs anti-bruit afin de ne pas savoir quand agir. Sur sa tête se trouve une bobine de stimulation magnétique transcrânienne directement positionnée sur la partie du cerveau qui contrôle le mouvement du poignet et des doigts. Andrea a un doigt sur la touche du clavier d'ordinateur permettant de faire feu et doit l'actionner au bon moment. Lorsque Rajesh pense à bouger son doigt, son activité cérébrale est interprétée par un ordinateur, puis transmise par internet à la machine de stimulation magnétique transcrânienne d'Andrea se trouvant à l'autre bout du campus. Cette machine délivre alors une impulsion de stimulation magnétique à la région du cerveau moteur gauche d'Andrea, amenant son doigt à appuyer sur la touche, ce qui déclenche le tir de canon touchant de plein fouet le missile. 3 sessions expérimentales ont été menées, chacune avec 7 essais. Durant les 2 premières sessions, le taux de succès a été de 90%. Au bout de la 3e session, Rajesh ayant appris à mieux générer le signal approprié en fonction du type de cible, ils ont atteint une performance proche de la perfection, autrement dit un taux de succès avoisinant les 100%. Rappelez-vous, en février 2013, le scientifique Miguel Nicolelis et son équipe avaient relié électroniquement le cerveau d'un rat à celui d'un autre, leur permettant de communiquer directement. Souhaitant créer le tout premier ordinateur organique, ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, et ils ont réitéré l'expérience en 2014, cette fois-ci avec des singes. Avec la même technologie que celle utilisée sur les rats, ces neuroscientifiques américains ont réussi à faire collaborer mentalement 2 singes dans un réseau cérébral pour faire bouger un bras virtuel en 3 dimensions. Un singe contrôlait la dimension X et l'autre la dimension Y. Avec un peu d'entraînement, les 2 singes ont réussi à combiner leur cerveau et à se synchroniser parfaitement pour faire bouger où il fallait le bras virtuel sur un écran d'ordinateur devant eux. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est avec la 2e expérience, dans laquelle ils ont mis 3 singes ensemble pour faire bouger par la pensée 3 points sur un écran représentant le bras virtuel, le tout dans un espace en 3 dimensions. Chaque singe avait le contrôle sur seulement 2 dimensions du mouvement, nécessitant la concentration d'au moins 2 des 3 animaux pour déplacer avec succès le bras. Le premier singe avait le contrôle sur les points X et Y, le deuxième sur les points Y et Z, et le troisième sur les points X et Z. Leur but était de placer le bras à un certain endroit, ce qu'ils ont fait avec brio. Le point noir représente en temps réel la moyenne de toute cette activité cérébrale, vous pouvez donc juger vous-même du résultat. D'après Miguel Nicolelis, nous avons affaire là à un véritable ordinateur organique, un BrainNet comme il l'appelle, autrement dit une interaction à travers l'activité cérébrale de plusieurs êtres vivants permettant d'atteindre un objectif impossible à accomplir seul. Un véritable réseau neuronal de singes qui permet à ces derniers de partager les informations sensorielles et motrices entre eux, ce qui leur permet d'accomplir des tâches via leur pensée collective. Cela signifie qu'ils pourraient potentiellement surpasser un cerveau régulier. Sans forcément rentrer dans de la science-fiction catastrophique avec un cerveau mondial de ruche où la vie privée et l'individualité n'existent plus, imaginez un jour un tel dispositif permettant d'établir facilement un réseau neuronal entre humains ou avec des animaux. Vous êtes un père qui souhaite parler avec votre enfant dans le coma, rien de plus simple, branchez-vous avec lui et vous pourrez échanger vos pensées. Vous souhaitez savoir ce que votre chien pense ou essaye de vous dire, rien de plus simple, branchez-vous avec lui et vous pourrez profiter de la communication interespèces. Vous êtes une mère qui souhaite offrir sa vue à son enfant aveugle de naissance, rien de plus simple, branchez-vous avec lui et il pourra voir à travers vos yeux. Vous êtes docteur et vous souhaitez connaître précisément les symptômes de votre patient, rien de plus simple, branchez-vous avec lui et vous pourrez ressentir ses douleurs. Vous êtes des scientifiques et vous n'arrivez pas à résoudre un problème, rien de plus simple, branchez-vous ensemble et la combinaison de vos cerveaux permettra peut-être de le résoudre en un temps record. Bien sûr, j'imagine également que dans ce futur peut-être pas si lointain, nos petits-enfants pourront naviguer sur ce que sera devenu Internet rien que par la pensée. Certains d'entre vous pourront alors se rappeler que tout a commencé par ces expériences. Bon, finissons néanmoins sur une note un peu glauque avec les scientifiques Greg Gage et Tim Marzullo et leur entreprise Backyard Brains. Cette entreprise, créée en 2009, a reproduit à grande échelle les dispositifs technologiques utilisés en 2002 sur les robots rats pour les mettre à la disposition de toute personne disposant d'une connexion internet et d'environ 55 €. Elle vend donc des kits à bas prix comme le Roboroach Backyard Brains contenant tous les outils nécessaires pour s'emparer du système nerveux d'un cafard vivant. Ce genre de dispositif n'était jusqu'alors utilisé que dans les grandes universités pour former les futurs neuroscientifiques, mais il est depuis mis à la disposition de n'importe quel particulier amateur de neurosciences, ou amateur du contrôle d'êtres vivants, au choix. Le système nerveux du cafard est facile à pirater car il possède des antennes remplies de liquide qui jouent un rôle crucial pour ses fonctions sensorielles et de navigation. Avec leur entreprise et ce genre de produits, Gage et Marzullo suscitent forcément la controverse. Certains scientifiques les accusent de mettre à disposition ce genre de produits à des personnes non encadrées, et les défenseurs de la cause animale les accusent de permettre à n'importe qui, avec un peu d'argent, de réquisitionner le cerveau d'un animal.
C'est une bonne raison pour commencer à réfléchir à l'orientation de nos lignes éthiques. Gage et Marzullo ne voient pas les choses de cette manière. Pour eux, ce genre de mise à disposition permet d'encourager des jeunes à se lancer dans des études neuroscientifiques, un secteur où il en faudrait bien plus selon eux. Il existe depuis une dizaine d'années une communauté croissante de biohackers, des passionnés de sciences qui expérimentent des gènes, des cerveaux et des corps en dehors des laboratoires traditionnels, travaillant dans leur garage et grenier avec les moyens du bord. L'entreprise Backyard Brains exploite ce mouvement, donnant à ses amateurs l'accès à certains des outils les plus sophistiqués de la science à des prix accessibles. D'après Gage et Marzullo, la prochaine invention révolutionnaire dans le domaine des neurosciences pourrait très bien venir de l'esprit de ces enfants curieux et de ces amateurs dans leur garage. Bon, une autre question qui me taraude l'esprit. Aujourd'hui, n'importe qui peut contrôler électroniquement un cafard. Est-ce que dans quelques décennies, on arrivera au stade où les plus riches pourront se payer le luxe de contrôler électroniquement les cerveaux d'humains qui loueront leur corps pour une certaine somme d'argent? Comme dans le film Ultimate Game en fait. D'ailleurs, dans ce film, il y a également des prisonniers contrôlés par des joueurs adolescents pour un Call of Duty dans la vie réelle. De vraies balles et de vraies morts. Vive le progrès. Où est-ce que tout ceci nous amène? Même les scientifiques ne le savent pas. Pour citer Miguel Nicolelis, nous ne sommes que des scientifiques, on nous paie pour jouer les enfants, pour arriver près du bord et découvrir ce qu'il y a au-delà. Comme nous l'avons vu avec mes précédentes vidéos sur le dark web, le même outil technologique peut être utilisé à bon ou mauvais escient suivant ses utilisateurs. Cette technologie émergente offre de l'espoir aux personnes handicapées et à la société en général, mais impossible de ne pas se poser la question de ce qu'il adviendra lorsqu'elle sera pleinement efficace. Imaginez que le prochain dictateur prenne le contrôle d'un pays avancé bénéficiant de cette technologie. Une technologie qui, je le rappelle, pourrait peut-être à terme permettre de contrôler des humains ou lire leurs pensées. Nous ne sommes pas non plus à l'abri dans nos pays démocratiques d'un revirement soudain du gouvernement devenant d'un seul coup nettement plus autoritaire. De toute façon, nous ou nos enfants finiront bien par le savoir, car rien ne peut détourner le progrès de la technologie. Si cela peut être construit, ce sera probablement le cas, c'est ce qu'on appelle la thèse de l'inévitabilité. Si nous tenons à notre liberté, nous saurons la défendre face à cette future technologie, mais la question est surtout, tenons-nous vraiment à notre liberté ? Selon l'auteur Cyril Gallo, je cite, « Il existe une peur subtile de la liberté et tout le monde souhaite se transformer en esclave. Pour cette raison, personne ne se trouve vraiment libre. » Selon lui, les signes annonciateurs sont notre besoin de fonctionner avec des hiérarchies dans lesquelles nous abandonnons notre autorité et notre pouvoir. Même en dehors du travail, nous connaissons tous des personnes qui préfèrent suivre les idées des autres plutôt qu'en proposer. Cela les décharge de leur responsabilité de penser par eux-mêmes. Bref, avec tout ça, c'est à se demander si nous ne sommes pas déjà nous-mêmes contrôlés à distance en ce moment même sans le savoir. Comment prouver le contraire après tout, car on pourrait très bien avoir une puce à l'intérieur même de notre cerveau. Vous pourriez me répondre que vous n'avez pas souvenir d'avoir été opéré pour ça. Ce à quoi je vous répondrai qu'en 2012, 2 scientifiques ont réussi à implanter de faux souvenirs dans le cerveau d'une souris. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ah bah si même maintenant il faut douter de nos souvenirs, de toute façon nos souvenirs n'ont jamais reflété précisément la réalité, c'est un fait démontré depuis bien longtemps par les psychologues. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager, et si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Le lien se trouve dans la description. Tu dis au revoir Floki? Dis au revoir à la caméra. Non, il s'en fout. Il est stressé par l'objectif à chaque fois.